Et bonjour chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. La dernière fois, nous devions faire la lecture de Djihad humanitaire, enquête sur les ONG islamiques, et j'avais pas le temps, je devais faire autre chose. Donc, nous étions normalement censés débuter à la page numéro 12, ce qu'on va faire là, et vous allez voir pas mal de passages sélectionnés avec une grande attention pour vous produire une synthèse d'à peu près tout ce qu'il y a dans cet ouvrage à retenir en grande information, en dates clés, en analyse, pourquoi pas, avec le contraste de ce qui nous était annoncé, entre autres, par l'Union européenne et la Commission européenne, à savoir que la charité islamique, par ses ONG, associations, est complémentaire, voire s'emboîte correctement dans les actions humanitaires européennes, chrétiennes, etc. Dès lors, la méconnaissance de ces ONG extra-européennes, islamiques de surcroît, n'a rien d'étonnant. Elle est moins encore si l'on tient compte du fait que l'Europe se considère, non sans d'excellentes raisons, comme le lieu de l'invention de l'aide humanitaire. C'est effectivement dans l'Europe chrétienne, industrielle et conquérante du XIXe siècle, qu'ont émergé les conditions de possibilité matérielle et conceptuelle de l'action humanitaire moderne. Le mot humanitaire, lui-même, est apparu vers 1830 dans une période où l'urbanisation, la division du travail, l'intégration sociale croissante accélèrent la transformation des sensibilités individuelles, abaissant notamment le seuil de tolérance à la souffrance et à la mort, comme l'a montré Norbert Elias. Tel est le contexte social dans lequel la mécanisation des transports, le télégraphe, les rotatives produisent une nouvelle conscience du monde élargie aux dimensions de la planète. Les avancées technoscientifiques et la révolution industrielle attestent, aux yeux des Européens, leur supériorité morale dont découle un droit de domination et un devoir de civilisation des peuples barbares. Nous avons cet esprit occidental partant sur de bons principes, où si les autres n'ont pas l'alphabétisation, on va construire des écoles pour leur offrir le savoir. S'ils n'ont pas la connaissance dans certains arts et des métiers, nous allons participer à leur progression et pourquoi pas les inclure avec nous. Bon, il s'avère que l'on observe aujourd'hui tout le contraire, on se fait piétiner un peu partout. On leur donne des choses aux étrangers et ils s'en saisissent pour le lendemain mieux nous battre. Et voyez-vous, on tend la main, ils veulent nous bouffer jusqu'au bout du bras, jusqu'à cette épaule, pour après dévorer la suite du corps, c'est à peu près ça. Ils se transforment non pas en civilisés, ils restent barbares, et en revanche arrivent à avoir un certain impact chez nous, avec les jeunes générations, normalement civilisées, qui se transforment en wesh wesh, voilà, voilà. On a eu le résultat, et on voit malheureusement les dommages occasionnés. Les impérialismes de l'époque se sont nourris de discours où les appétits de pouvoir et de conquête étaient hissés au rang de vertu à la mesure des immenses bienfaits qu'ils affirmaient dispenser aux populations indigènes. Et c'est le même reproche que l'on voit sur le devant de la scène aujourd'hui avec l'Algérie et la France. Déjà, remémorez-vous comment a débuté la guerre avec l'Algérie. Un Algérien qui se croit tout puissant et s'autorise à toiser le pouvoir français, un coup d'éventail dans la tête, toujours la même violence que l'on a chez ce peuple barbare, et une fois qu'on vient leur botter le cul, ça chiale après des années plus tard, en disant qu'il y a eu la colonisation, que certains ont été asphyxiés dans des grottes parce qu'on a apparemment créé des chambres à étouffement, précédant Hitler. Enfin, je sais pas si vous imaginez un peu ce qu'on reproche à la France quand même. C'est hyper insultant, stupide. Pourquoi ? Parce que avant qu'une grotte soit remplie de fumée, les gens pouvaient sortir. Mais alors, pourquoi ils ne sortaient pas de cette grotte ? Puisqu'il y a eu plusieurs appels pour les amener à leur humanité, à dire « faites-vous seulement prisonniers, mais au moins vous aurez la vie sauve ». Ah, c'est parce qu'ils agissaient déjà comme le Hamas le fait actuellement, c'est-à-dire les bourreaux, les vrais criminels, se cachent avec la population, la retiennent, et comme ça, lorsqu'ils sont combattus par les adversaires, et qu'en effet, malheureusement, il y a, comment dirais-je, plus de crimes commis qu'il ne devrait y en avoir, là, ça crie au génocide, aux crimes contre l'humanité, etc. Les mêmes qui, rappelons-le, n'hésitent pas à attaquer les autres peuples.
Je fais une parenthèse sur l'Algérie parce que c'est très important. Les Algériens de 1500 à quasiment 1800 viennent en Europe, hein, avec également leurs semblables juifs, si je puis dire, hein, parce que musulmans et juifs, c'est la même création rabbinique, et vous les voyez à l'œuvre dans l'esclavage de blanches. Oui, oui, le trafic de blanches dont aujourd'hui on n'a plus le droit de parler dans l'histoire, ni même enseigner ça aux élèves, puisque ça serait faire porter le poids d'un esclavage sur le dos des nouveaux arrivants arabes et pratiquant l'islam. Pas de problème pour les chrétiens, aucun souci pour taper sur le blanc, chez lui en plus avec ses propres enseignements, mais par contre, lorsqu'on doit étudier et embrasser l'histoire dans son ensemble, ah là non, ça n'accepte pas. Et alors on en arrive à des discours comme Apathy, laissant entendre que les blancs, français, ont été des énormes criminels contre les Algériens, ont fait un génocide, et qu'aujourd'hui on ne vienne pas se plaindre quand il y a des coups de couteau chez nous, ou encore quand on observe d'autres criminalités. Parce que vu ce qu'on a fait à l'époque, chut, taisez-vous. Taisez-vous, hein. Vous vous rappelez d'un autre extrémiste allant dans ce sens. Eh bien, moi j'irai plus loin. Où sont passés les journalistes pour remettre, et même les historiens, sur le devant de la scène ce qui s'est déroulé? Ils venaient chez nous bafouer notre honneur. Faire de l'humiliation au niveau des chrétiens, à les prendre et pas seulement les faire prisonniers, mais les castrer. C'est-à-dire, ils enlevaient leur attribut masculin et leur possibilité de reproduction. Ça, c'est un génocide. Oui, ça c'est un génocide quand tu prends dans un peuple des gens, tu les castes pour qu'ils ne se reproduisent plus. Ce qu'ils exerçaient également avec les subsahéliens et subsahariens, hein, les Noirs. Ils faisaient ça avec eux aussi. Mais là, le sujet est la France, avec l'Algérie. Alors, ça a duré 1 siècle, 2 siècles, quasiment 3 siècles. Et là, les Français, ils ont retrouvé leur côté celte aussi, hein, l'esprit gaulois contre les Romains. Et bien là, c'était à la fois l'alliage des Romains, des Gaulois et des autres, pourquoi pas, jusqu'aux Wisigoths, si on remonte à ces histoires-là, qui se sont dit à un moment, stop, quoi. Et les musulmans, vous croyez qu'on va vous laisser comme ça enlever les femmes, les sœurs, les cousines et les mères pour vous faire plaisir, les mettre dans des harems, ou encore pour les revendre à d'autres et en faire des domestiques? Vous croyez qu'on va encore se taire longtemps sur les chrétiens qui sont castrés et que vous envoyez en eunuques dans vos contrées pour après alimenter les marchés d'esclaves? Pour qui vous vous prenez? Alors, il y a eu pas mal d'histoires également avec les pirates qui venaient prendre les bateaux européens et s'accaparer le blé. Les cargaisons étaient payées, et là après il faut remonter en effet à certaines familles également d'une judéité si je puis dire, hein, qui est chassée d'Espagne, trouvent refuge en Algérie au Maghreb, continuent leur commerce, deviennent limite les princes et les rois de ces contrées-là, et alimentent les barbares pour établir donc des contrats avec les Européens, et au moment où le bateau prend la mer, pirate, tac tac tac, ça prend tout le ravitaillement et ça se barre. Donc la France, à cette époque, vers 1829 à peu près, diligente quelqu'un sur place, après toutes les arnaques que l'on a subies aussi, et essaye de mettre un commun accord pour trouver quelque chose, parce que là, ça peut pas durer. Et l'autre, il arrive, il le fouette comme ça à plusieurs reprises, il marque son visage. Vous voyez, on reconnaît cette violence algérienne, consanguine. Il frappe comme ça, hein, il n'a pas le temps d'être dans la maîtrise, dans la stratégie, non, c'est la violence, la barbarie. Alors, celui qui en est victime revient en France, et c'est là qu'il est décidé de monter des unités militaires et d'aller à la conquête de ce territoire. Voilà comment ça se passe en 1830. Loin des fantaisies racontées par les gentils Algériens ayant subi les méchants occidentaux. Vous comprenez? Et après, par la suite, en effet, il va y avoir du crime. Il va y avoir des hommes, comme dans toute guerre, malheureusement, qui ne respectent pas les lois, les actions, on va dire, organisées par l'État, et qui, sur le champ de bataille, s'adonnent à des crimes, à faire du mal à des villageois qui n'ont strictement rien fait. Vont également persécuter des femmes, les violer, etc. Ça existe. Donc, les criminels qui ont fait ça méritent le camp du trail. Ils n'ont pas combattu pour la France. Ils ont combattu pour la barbarie. Et ça fait pas partie de notre civilisation. Mais faire un gros amalgame avec 1, 2, 3, 4, 5 situations et omettant au passage que des combattants se cachaient parmi la population, c'est finalement vouloir écrire l'histoire avec le côté manichéen, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Vous voyez, c'est bien plus complexe. Il y a de l'horreur dans nos deux peuples. Maintenant, est-ce que vous entendez les Français actuels demander réparation? Non. Est-ce que vous entendez les Français actuels demander à être privilégiés dans des habitations loyer modéré en Algérie? La réponse est non.
Les harkis qui ont combattu pour la France ont eu ce privilège. Stop, ça y est, c'est terminé. Pourquoi aujourd'hui, on doit encore leur laisser un privilège tout simplement sur le territoire et pas les renvoyer quand il y a des OQTF, problème de visa, au lieu de faire un Guantanamo ou encore autre chose, hein, il n'y a pas de problème, on achète une île. Tiens, l'île d'Epstein, là, on la réquisitionne, on l'achète aux Américains. Et on y fourre tous ces criminels dont l'Algérie ne veut pas récupérer. Et on ne les met pas en vida loca, hein, non, ils vont travailler là-bas. Au charbon. On monte des entreprises. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous voulez pas récupérer vos ressortissants et les criminels délinquants chez nous? Pas de problème, on va créer des camps du travail. Ils vont bosser gratuitement pour l'Occident et ils vont faire notre fortune. Il veut pas travailler, il n'aura pas l'alimentation dans son assiette. Faut être comme ça, un rapport de force. Et il y en a qui commencent à le comprendre. Et beaucoup se disent, mais l'Algérie, jamais elle se fera combattre à nouveau comme en 1830, elle est bien trop puissante, il y a plein d'Algériens en France. Mais vous croyez qu'on est faible à ce point-là? Le jour où on va vouloir durcir le ton, ça va pas être un problème. On va être chez eux, on va refaire une 1830 sans souci. Ceux qui sont dans le pays qui vont vouloir faire le désordre, sans problème. On va faire des camps de travail, on va les mettre de côté, on verra qui restera vraiment voyez-vous, dans la confrontation. Je pense qu'ils ont oublié qu'il y avait un peuple. Et les Français, à plusieurs reprises, dans une gentillesse et dans une bonté finalement de notre peuple, ce que l'on représente, sont laissés faire. C'est-à-dire, tac, tu reçois la violence, c'est pas grave, tu la prends, tu dis allez, on verra demain. Dans ta famille, pareil, ça subit, allez, c'est pas grave, on pardonne, on verra demain. Et puis à un moment, il y a le ras-le-bol de soi, il y a le ras-le-bol de ses proches, et ça devient collectif. Et là, d'un coup, la dynamique, c'est plus que les hommes qui doivent se battre, c'est les hommes et les femmes qui sont prêts à s'engager pour faire le changement. Et ceux qui rigolaient hier, se croyant tout puissants parce qu'à chaque fois ils pouvaient mettre un coup sans avoir de répondant, quand ils voient que d'un coup ça se solidarise, ça devient puissant, ça commence à leur botter le cul de toutes parts. Ah, là ça crie après au racisme, à la discrimination, ah, vous voyez, hein, comme les Algériens de l'époque, ceux qui se voulaient résistants avant 1964 sur le territoire français, se faisant botter le cul, chialer à toutes parts. Et puis, une fois que libération se fait, les Occidentaux, allez, disons, on est quand même humains, on a vu qu'il y a eu du crime. Et là, ils redeviennent, ils veulent faire comme ils disent, les hommes. Si on veut, on les met KO en 2 secondes. Et toute la population, hein, hommes, femmes, occidentaux, sont bien plus puissants que ces gens. Mais ils ont du mal à le comprendre, ça. On va leur rappeler, je pense. Il va falloir, à un moment ou à un autre, hein, vous voulez envoyer vos déchets de la société chez nous, vos déchets consanguins chez nous. Hein? Les laisser aller violer des femmes, les laisser faire du mal aux jeunes filles ou encore aux personnes âgées, aux anciens, anciennes dans les EHPAD. Et vous croyez que ça va durer encore des décennies comme ça? Parce que au moment où vous mettez nos QTF et que vous sortez de prison, ah, la vie d'Aloca, on ne peut pas vous renvoyer. Mais attendez un peu, vous allez voir. Si le tchou-tchou va pas s'accélérer, si on va pas charger les wagons. Et pas pour faire du mal, hein. L'homme ne tue pas l'homme. L'homme éloigne en revanche l'élément, voyez-vous, perturbateur, et le met dans un camp. Et dans celui-ci, le prisonnier ne doit pas mener une vie d'aloca, PlayStation, cantine, etc. Non, à la dure. Tu auras comme tout le monde l'alimentation. Allez, on respectera quand même une chose, si ta religion te veut que tu aies du halal, allez, on fera au moins cet effort-là de respecter ton régime alimentaire, juste ça. Mais tu boufferas comme les autres. Pas de cantine. Tu travailleras comme les autres pour avoir ce qu'il faut dans ton assiette. C'est pas à la société et aux victimes que t'as fait, eux, qui continuent à travailler par la suite, de payer des impôts pour que toi, tu sois tranquillement dans ta cellule, surveillé, avec du chauffage, la bouffe tous les jours, ta cantine, la télé. Non, 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 non. Ça, c'est trop simple, c'est terminé. Ça va être à la dure. Et ceux qui font les hommes, entre guillemets, qui vont en prison, mais une fois enfermés, ils sont en train de chialer parce que leur femme, elle se fait tringler de toutes parts. Les autres qui ont du mal parce qu'ils ont une dette dehors. Les autres encore qui n'assument pas parce que ils n'ont pas l'habitude d'être casaniers. 4 murs, ça les rend fous comme s'ils étaient entre 4 planches. Mais ils ont trouvé un subterfuge, le téléphone, les contacts à l'extérieur, à réussir à corrompre les matons pour qu'ils puissent avoir les portes ouvertes, etc., hors des CD des centrales d'arrêt. Hein? On les voit tous ces gens-là. La plupart, c'est pas des hommes, c'est des gros fragiles. Mettez-les sans téléphone, enfermez-les, je sais pas, à l'isolement ou autre, on va dire entre guillemets, quand ils font les délinquances, là, quand ils tapent un bâton ou autre, ils sont, je sais pas, 48 heures, 96 heures, des fois une semaine, avec des promenades limitées,
avec du 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, peut-être un peu plus, allez, du 2, 2, 2, 2. Là, à ce moment-là, c'est plus les mêmes. La plupart sont fragiles, ils sont même pas capables. Vous les mettriez dans une prison de l'époque, ils craqueraient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a un moment, ils reproduiraient pas forcément. Une fois, deux fois, ils seraient assez endurcis, ils se diraient qu'est-ce qu'il y a gagné. Et surtout si on les ferait travailler après, pour rien avoir au bout. Pas comme aujourd'hui où dans les prisons, ils travaillent et allez, on leur met un petit salaire à la fin du mois. Non, 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 non. Il faut retrouver la raison. Eh bien, la raison, nous devons également la retrouver face à ce djihad qui s'opère sur différentes formes. Mais c'est important de rappeler l'histoire française, parce que sinon, nous avons des exactions de l'extérieur et également des gens qui portent des discours contre nous. Revenons-en au livre. C'est dans cette vision du monde que s'inscrit la création de la première organisation. Donc nous étions sur cet esprit, comme je vous l'expliquais, d'aller civiliser d'autres gens qui n'ont pas encore accès aux grands hôpitaux, aux universités, bien d'autres choses encore, à des EHPAD, etc. Parce qu'il y en a qui vont vous dire « Ouais, nous, les anciennes, on les envoie pas aux EHPAD. » Combien d'Algériens, et d'autres, d'ailleurs, on va pas taper que sur le peuple algérien, mais combien de ces Africains laissent leur grand-mère crever la dalle quasiment et prennent leur ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées. Ils leur laissent le minimum pour faire la vie d'avocat. Il y en a qui vont respecter leur grand-mère, etc., comme en Occident. Mais qui ne se fassent pas passer pour tous bonté. C'est les mêmes que vous entendez sous les pieds de ma mère, c'est le paradis, elle ne touche pas le sol, etc. Alors que c'est finalement des personnes créant une mauvaise réputation à leur famille, pour la plupart. Ayant des dettes, elles s'additionnent les unes aux autres. C'est finalement à chaque fois, ils tirent sur le peu de pension des parents ou des grands-parents. Et je peux continuer la chose. Donc, dans cet esprit chrétien d'aider les gens, on a eu des organisations humanitaires et la première moderne, c'est la Croix-Rouge, dont l'emblème conserve la trace de ses origines évangéliques. Au rythme des guerres européennes du XXe siècle sont apparus d'autres organismes d'entraide, toujours d'inspiration chrétienne, principalement en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La mission civilisatrice de l'Europe fut une inépuisable ressource de légitimité permettant de justifier conquête militaire et domination par les nations européennes des sociétés barbares situées au bas de l'échelle des civilisations. Nous avons tout de même apporté énormément à d'autres pays. Mais étrangement, on n'entend plus parler aujourd'hui. Je veux dire, toutes les actions humanitaires de la Croix-Rouge, de d'autres groupes encore, même chrétiens, vous en entendez parler ? Avez-vous écho d'un remerciement des peuples secourus ou encore facilités dans une évolution ? Non. Non, non, jamais. Faut taper sur l'Occident. De ses origines inextricablement mêlées à l'esprit dominateur de l'Europe impériale, l'humanitaire contemporain conserve des traces dont le droit d'ingérence et les interventions militaro-humanitaires sont les avatars les plus manifestes. On rappellera à ce stade que si cette invocation renouvelée du fardeau de l'homme blanc inspire, sans doute à son insu, une partie du mouvement humanitaire contemporain, une autre partie revendique au contraire de s'en démarquer clairement. Au cours du dernier tiers du XXe siècle, au lendemain de la décolonisation, le développement accéléré de l'urbanisation et les progrès des transports et techniques de communication se sont étendus à l'ensemble de la planète. Ces forces sous-jacentes de l'ordre mondial, comme les désigne le chercheur américain James N. Rosno, ont à leur tour transformé les rapports entre individus, les rapports des individus à la collectivité et au reste du monde, induisant une autonomie et une capacité de décision et d'action croissante dans le domaine international. Précisons que pour cet auteur, l'autonomie ne désigne pas une étape sur le chemin de l'indépendance, mais, alors attendez que je retrouve, au contraire la capacité de choisir les modalités de l'interdépendance avec d'autres individus, d'autres groupes, d'autres provinces, d'autres États ou organisations internationales. Passons à la page numéro 15. Le rêve de reconstitution de l'Oumma. Donc là, on est sur les extra-occidentaux, c'est-à-dire du rassemblement des croyants divisés par des discordes internes et des agressions extérieures, fut en effet puissamment réactivé par ces conflits. On a eu plusieurs conflits, non
celui de l'Afghanistan et également du Koweït ou encore d'Israël avec les deux intifadas. Donc la seconde intifada, je crois que c'est dans les années 2000. Ça a permis de produire un élan d'associations voulant aider. Donc on avait les chrétiens qui intervenaient, mais en même temps, vu que ces régions sont fortement peuplées de musulmans, nous avons eu l'apparition de certaines ONG, également en Afrique, en Asie, tout comme dans les zones Liban, Israël et compagnie. Et l'idée après de ces personnes, s'organisant en assos et en ONG, c'est de reformer l'Oumma, donc la communauté musulmane. Mais bien avant ces événements, l'œuvre sociale des frères musulmans, donc ils sont arrivés en 1928 en Égypte au Caire, après des difficultés, intervenaient auprès de populations les plus pauvres d'Égypte et de la Jamaat Islamiyya au Pakistan. Ça a permis leur enracinement dans ces sociétés, montrant que ce sont la violence et l'injustice sociale qui ont fourni leur terreau primordial à ces phénomènes de radicalisation identitaire. Marquée par une dynamique d'essor mondial de l'action privée, la période récente a donc vu le développement rapide et intense de nouvelles organisations venant donner une dimension transnationale à la longue tradition caritative de l'islam. Dès le milieu des années 1980, ONG occidentales et ONG islamiques commencèrent d'abord à se côtoyer, avant d'entrer en conflictualité, se fréquentant dans les camps de réfugiés, les bidonvilles et les régions de violence dans les pays musulmans. Dans certains cas, les échanges d'informations et de services habituels entre partenaires opérationnels se sont faits naturellement. Les chrétiens n'ont pas eu de rejet pour les musulmans et les nouveaux arrivants dans ces formats de structure n'avaient pas de problème avec les mécréants et les koufars. C'était pas un souci. Au contraire, c'était même pratique d'examiner ce que faisaient les Occidentaux et de pouvoir être dans l'imitation. Le mimétisme, dans les tracts, dans la façon de collecter l'argent, dans le suivi des opérations, dans la création de projets, par exemple, faire des puits, assister pour l'éducation. Et on verra que l'islam a ces 7 paliers dont, on va dire, le premier objectif, c'est construire des mosquées, après, je crois que c'est les orphelinats, puisque même leur Mohammed avait expliqué les choses par rapport au fait qu'il était orphelin, si je ne dis point de bêtises. Après, on trouve les boulangeries, il me semble, et ça continue aux écoles, aux hôpitaux et compagnie. Dans d'autres cas, donc là, nous avons une distance méfiante qui interdisait tout contact digne de ce nom sans qu'apparaisse aucune manifestation d'hostilité. Mais il est également arrivé, en particulier en Somalie et en Afghanistan, que certaines régions ou camps de réfugiés deviennent le territoire exclusif d'actions d'ONG islamiques, les autres intervenants étant simplement expulsés de la zone sans possibilité de retour. Ça y est, après avoir copié, ils veulent s'imposer. Les chrétiens, dégagez. Les athées, on ne veut pas de vous ici, malgré que vous aidiez des musulmans ou d'autres encore, des chrétiens, peu importe, même des non-croyants, on ne veut pas de vous. Pourquoi ? Tout simplement pour laisser entendre, à un moment quand tu chasses les occidentaux de partout où tu enlèves les chrétiens, il reste quel sauveur ? Vous voyez, il n'est pas là un esprit de solidarité ou peu importe ta religion, etc. Non, l'objectif final, c'est de dire qui vient en aide vers vous. Et surtout, quel a été le début de vos problèmes ? Ah, le début de vos problèmes, ingérence des pays occidentaux, déploiement de compagnies militaires, conflictualité auprès de différents groupuscules. Nous sommes là pour représenter l'Oumma, et ils arrivent en sauveurs, comme s'ils n'étaient jamais liés au problème, et ils n'étaient que la solution, la clé en même temps pour combattre un adversaire. Tout ça permettant la radicalisation. Force est de reconnaître que les discours et pratiques de certaines ONG occidentales, enfermées dans leur conviction d'incarner un bien universel et parfois étroitement encadrées par leur gouvernement, apportent à ces radicaux la confirmation de la justesse de leur rejet. Quoi qu'il en soit, aussi sectaires et inélégantes qu'aient pu être ces mesures de refoulement, les ONG chassées n'étaient pas en mesure de protester car leurs concurrents islamiques s'acquittaient par ailleurs du contrat, les soins médicaux et l'approvisionnement étaient assurés, la logistique fonctionnait, les moyens requis pour aider une population dépendante étaient également mobilisés, rien n'indiquait que celle-ci ait souffert de cette éviction. C'est-à-dire,
les assos, les ONG chassées ont dit, bon, tant que vous leur venez en aide, et la réponse à tous leurs besoins se fait parce que vous avez une bonne logistique, suffisamment d'aide alimentaire, de professionnels pour la santé, etc., on vous laisse. On se retire du terrain. Si ça vous arrange et que vous pouvez sauver ces gens, on vous laisse. Mais ça, c'est déjà un aveu de faiblesse. C'est-à-dire, vous prenez le relais sur nos actions, mais vous prenez aussi un certain pouvoir. Au lieu de demander la cohabitation à la rigueur. Si on en est d'accord, on essaye de faire, je sais pas, des différentes zones. Là, c'est les musulmans qui interviennent, là, les chrétiens, là, les athées, là encore, ceux sous directive de gouvernement. Et comme ça, on peut se répartir certains territoires. Parce que pour moi, c'est l'une des meilleures guerres, celle de l'humanitaire. Lorsque tu produis pas les conflits pour après devenir le sauveur, parce qu'il y a ça aussi qui pourrait advenir, lorsqu'il y a uniquement une envie d'aider, sans attendre en retour, ne pas en compter ce que la main droite a mis, et voyez-vous, encore la gauche, je ne sais plus quelle est la formule, mais que ce que ta main droite a mis, la gauche ne le sache pas, ou un truc comme ça, sous-entendu, donne sans compter, n'établit pas de rapport en disant, tiens là, je t'ai donné ça et toi tu me dois, non. Ça c'est de la fausse donation, c'est vanité n'est que vanité. Donc, il eût été intéressant en tout cas qu'il trouve une certaine correspondance pour ça, mais bon. Il faut savoir que les ONG chrétiennes comme musulmanes et d'autres qui peuvent exister sont aussi dans un prosélytisme. Des personnes soignées peuvent recevoir du côté chrétien des chapelets, des bibles, entendre des sermons ou encore, je ne sais pas, des prêches. Voyez-vous. Chapitre 1er, page numéro 23. Une solidarité portée par les fondements religieux. Je cite. Nous, musulmans, avons notre propre système de protection sociale très évolué, universel, émanant des textes sacrés de l'islam. Si ce dispositif n'avait pas été entravé par tant de négligence et d'agressions étrangères, nous n'aurions jamais eu de crise humanitaire en terre d'islam. Fin de citation. C'est Bakary Dramé, conseiller à la Fondation Zayed pour les œuvres caritatives et humanitaires à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, le 6 mars 1996. Ça y est, on est en plein dedans. Les fondations, les conseillers laissent entendre que les musulmans avaient leur propre système, mais les méchants occidentaux ont tout détruit. Il n'y a pas de guerre entre les chiites et les sunnites. Il n'y a pas de problématique entre les soufis et les salafistes, les wahhabites. Non, vous n'avez pas plein de courants et de divergences quant à la pratique et aux croyances au niveau des imams, etc. Non, non, il n'y a jamais eu de guerre entre vous. Ah bon? Si on refait l'histoire et que même on s'intéresse au niveau des croisades, pourquoi rapidement vous perdez l'Espagne et de façon éclair Jérusalem est récupérée? C'est parce que vous êtes tous en conflictualité les uns avec les autres, déjà à l'époque. Et là on est au XIe siècle, au moment où je vous fais ces phénomènes. Et ça a continué, ça a perduré. Vous êtes toujours divisés. Alors, apparemment, ils étaient le lieu de l'union. Les œuvres de bienfaisance musulmane existent par contre depuis les débuts de l'islam, comme pour les chrétiens, depuis le début de la chrétienté, il n'y a pas eu l'attente d'une fondation ou encore d'une structure laissant entendre que tu dois aider, mettre en commun l'argent, non. L'Église, elle faisait, et la charité que l'on a exercée a été, après ni plus ni moins, récupérée, imitée par les musulmans. Elles étaient principalement le fait d'hommes de religion et de grands mécènes, les premiers en vertu de l'obédience à la loi islamique, la charia, les seconds en raison de leur statut social, portaient secours aux indigents. Le nouvel élan caritatif apparu dans les années 1970 et se veut l'héritier de ces œuvres. Mais il est le fruit d'une conjoncture politique, économique et sociale, alors attendez que je retrouve, qui a suscité chez ses représentants des stratégies politiques originales. Avant d'analyser ce qui distingue l'humanitaire islamique classique de sa version moderne, qui nous intéresse plus particulièrement, il convient d'examiner les fondements de cette référence récurrente à l'islam. En appliquant les prescriptions coraniques, en les ajustant aux situations contemporaines, les ONG islamiques sont aussi devenus les gestionnaires et percepteurs de la solidarité musulmane. Quelques principes cardinaux.
La bienfaisance est une valeur essentielle dans l'islam et l'une des vertus fondamentales. Le Coran définit les hommes de bien comme ceux qui, entre autres, actes méritoires, donnent, je cite, le Coran, sourate 10. Ah, le L, je sais plus ce que c'est. Puis comme ils l'ont mis en chiffre romain, parce que j'ai 10, 20, 26, et le 26 plus le L, donc vous saurez ce que ça donne en regardant sur internet, et au verset numéro 8. La nourriture, pour prisée qu'elle soit, aux pauvres, à l'orphelin, aux captifs. Donc en gros, il faut faire œuvre de charité. Cette bienfaisance est active, collective et universelle, ce qui fait sa spécificité. Elle a une valeur transcendante en vertu de son exemplarité et de son pouvoir d'entraînement vers Dieu. Coran, sourate 9, verset 104. Je cite. Ne savait-il pas que Dieu seul peut accepter le repentir de ses adorateurs, prélever sur eux les aumônes ? Fin de citation. Dans la vision métaphysique islamique du monde, la bienfaisance est intimement liée à la justice. Ensemble, elles forment l'équité, principe normatif absolu vers laquelle doivent tendre tous les musulmans, afin d'atteindre l'équilibre synonyme d'harmonie entre le ciel et la terre. Des trois religions monothéistes, l'islam est celle qui est allée apparemment le plus loin dans l'obligation, la codification et la systématisation du devoir d'aumône. Je vois pas vraiment quoi ils sont allés plus loin, mais on va essayer de décrypter ça après, puisque à l'église, t'as le panier qui vient récupérer ton aumône. Pareil, quand il y a des fêtes, bah, tu donnes. Il est invité à toujours faire preuve de charité aux personnes qui ont besoin. Hein, donc je ne vois pas en quoi il nous dépasserait dans cette action, mais pourquoi pas. Comme je l'ai dit, si d'esprit religieux on est en conquête sur l'aide aux autres, pas de problème. Ok, faisons cette guerre de bon cœur si je puis dire. Mais elle ne doit pas nous diviser plus profondément en se disant que ça y est, il y a du terrain qui est récupéré là, on doit faire la guerre. Non. Agissons à armes égales si je puis dire. Pas avec les armes, le fait d'hommes sur des terrains en prenant des conquêtes. Faisons-le par l'aide humanitaire, le travail, le labeur. Cette prescription religieuse, sans cesse répétée dans le Coran, explique en partie donc le sentiment de supériorité morale des acteurs humanitaires islamiques contemporains, que beaucoup perçoivent comme de l'arrogance et leur volonté opiniâtre de réinvestir ce champ occupé presque exclusivement par des acteurs christiano-occidentaux. Donc là, on va dire jusqu'au XXe siècle, majoritairement, les missionnaires, les personnes partant un peu partout dans le monde pour aider et apporter leur soutien sont, on l'a vu, christiano-occidentaux. Il n'y en a pas été des ordures. Malgré tout ce qui est subi par notre peuple, notre immense communauté chrétienne, avec toutes ces variantes qui existent, évangélistes, protestantes, orthodoxes, catholiques, etc., nous avons toujours eu la main sur le cœur. Il ne s'agit pas de dire qu'on était les meilleurs, on a tous nos défauts, il y a des fois, on se dit, ouais, lui, il ne mérite pas d'être sur notre territoire, ou lui, je ne veux pas l'aider, je ne sais pas, il ne m'inspire pas confiance, des fois, on est même dans le préjugé. Mais néanmoins, nous participons quand même à cet effort. Le truc, c'est que, comme je vous l'avais mis dans la première partie, où à la fin des temps, la charité de tout le monde viendra à s'amenuiser parce que je sais plus comment c'est dit, mais en fait on n'aura plus vraiment de foi en l'humanité, entre les escrocs qui détournent des cagnottes, là je l'ajoute, entre les personnes juste qui interviennent pour se faire briller et qui abusent en réalité des personnes faibles. Et on peut citer aussi, il y a eu plein d'harcèlements, de crimes commis. Et c'est pour ça que le tableau est très très complexe. Il est fait de plein de couleurs, si je puis dire, à la fois de personnes ayant une bonté de cœur, d'autres, je pense comme moi, où on est altéré entre les deux, puisque des fois on voudrait quand même préférer l'aide aux siens plutôt qu'aux autres, mais moi je reconnais cette erreur. Et puis après vous avez les autres, certains radins ou encore qui agissent par profit. Je te donne tant, mais je l'ai déjà inscrit avant même de t'avoir mis ça dans la main. Avant même de participer à ce qui est un peu d'ingrédients dans ton assiette, j'ai déjà fait des plans, entre guillemets, sur la comète, pour me dire, tiens, j'en tirerai tel bénéfice plus tard. Et comme certains, dans l'islam, le font de bon cœur, d'autres le font parce que c'est la charia, d'autres encore parce qu'ils attendent des hasanat. Ils ne font plus l'action pour l'action, mais pour attendre ce qu'elle apportera, afin de confronter les mauvaises choses qu'ils ont fait. Mais ça, c'est que vanité de vanité. Donc dans toute communauté, on retrouvera à peu près ces différentes strates, et je pense qu'il est très dur, pour ceux qui sont dans ma situation,
d'à la fois aider et en même temps de se dire pourquoi je continuerais ou pourquoi j'en viendrais à donner à telle association, Resto du Cœur ou encore à la Croix-Rouge, alors que je vois dans mon pays, à chaque fois, ça profite majoritairement aux étrangers. Alors que mes financements, même des fois pour le côté catholique, ne vont même plus servir pour des catholiques, mais se retrouvent investis et déployés dans la logistique, dans les appareils, dans les outils, bref, tout ce qui est mis à disposition de peuples musulmans. Donc on se dit merde. Est-ce que je dois participer quelque part à financer en plus un groupe humain qui me déteste dans ses écrits? Sourate 9, versets 28 à 30, ou encore l'eschatologie musulmane qu'attend Al-Mahdi pour combattre tout ce qui n'est pas musulman. Donc on est questionné. Et en même temps, moi quand je me remets aux écrits, bah, je vois quoi? Aime ton prochain comme toi-même, et il est même dit aime ton ennemi. Et plus loin, on a fait la charité. Quiconque te demandera, donne-lui. Tu vois, ne détourne pas le regard, ne sois pas un cœur froid, ne sois pas tiède non plus en disant ouais tiens je te donnerai et puis demain je te donne pas. C'est soit t'es chaud entre guillemets et bouillant comme t'es, bah tu es prêt à tout, ou au contraire froid, tu restes distant de ces situations. C'est très très complexe. Moi pour l'instant, je vous avoue, ça, on n'étale pas normalement sur les réseaux ce qu'on fait, etc. Mais je préfère aider les personnes que je vois par exemple devant des magasins, physiquement. C'est-à-dire, je sais que ce que j'ai pris ou ce que je donne, c'est directement pour la personne. Il n'y a pas d'intermédiaire qui se gave, etc. Et là, je pense que quand on est dans cette situation, en soi, la charité ne s'est pas effacée. Mais il y a un problème dans ça. C'est que nous sommes dans une action uniquement d'une proximité. C'est comme si on disait, bah, finalement, je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et en l'occurrence, c'est ceux qui sont dans la plus grande nécessité par rapport à ceux de notre territoire. Puisque nous, il existe quand même le RSA pour les plus démunis. Il y a des associations participant grandement avec les défiscalisations et compagnie. Donc un occidental dans le besoin ne le sera jamais autant que d'autres populations en manque d'eau, problème de nutrition ou encore tout simplement en attente de médicaments pour être soignés. Mais nous, on a une prise en charge, on a la sécurité sociale et compagnie. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué. Le problème, c'est que nous nous retrouvons avec des populations venant de certains pays, mais on les aurait largement acceptées, bah, comme ça a été le cas dans les années 50, s'ils étaient venus de façon, on va dire, réglementée et en quota. D'accord? Pas de problème, celui qui a dans son pays de la guerre, on l'accueille, mais on essaye de ne pas les cantonner à ce qu'ils reconstruisent finalement l'effet de la guerre pour produire la guerre chez nous. Les personnes en famine, pareil, on peut les accueillir, mais à nouveau, c'est une question de quantité. Ne vaut-il pas mieux, par exemple, pour ceux dans la famine ou dans des problèmes de santé, investir directement chez eux que de les faire venir chez nous? Les personnes menacées, bon ok, mais on doit étudier. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a dit, venez tous. On est un tout petit territoire. Et ce qui est étrange, c'est que beaucoup de personnes issues de l'Afrique vont vous laisser entendre que le Sénégal est un immense pays avec plein d'argent, que l'Algérie c'est un immense pays avec plein d'argent, et on peut en citer plein d'autres. Mais lorsque tu leur expliques pourquoi n'accueillez-vous pas vos voisins à ce moment-là dans la nécessité, là ils n'ont plus le même discours. Vous voyez? C'est vraiment deux choses à chaque fois, ça joue en double jeu. On ne sait plus si des fois on est en échiquier ou si d'un coup on a basculé de l'autre côté et on est en train de jouer au jeu de dames. On joue en diagonale ou on joue avec des caractéristiques et des déplacements spécifiques à chaque pion différent. Pour l'échiquier, qui est plus complexe du coup qu'un jeu de dames, si je puis dire. Vous voyez? La position, les déplacements, etc. Mais il en est de même à peu près pour les actions. Et là, l'humanitaire, c'est ça là. Malheureusement, je voulais faire un peu plus long aujourd'hui. Bon, ça n'a pas grandement avancé. On sera arrêté à la page 24. On ira la prochaine fois à la page 33 et on poursuivra ça en 3 émissions. J'ai d'autres choses à faire en fait cet après-midi. Mais je voulais vous partager ça. Et autre chose, hop, donc ça je le mets là. Il y a un passage de ce livre, je vais vous le lire plus tard, de Berle, Emmanuel, un juif de France, sur 2-3 pages. Lui, il fustige, il est en tout cas dans une certaine invective envers notamment le droit du sol octroyé trop facilement, et là il parle entre autres pour les juifs, et aussi le comportement de certains. Après il va loin dans sa dérive, mais ça sera pour la prochaine fois.
Voilà, peut-être demain, qui sait. Et autre chose, j'ai parlé de l'Algérie, des HLM, où ils sont prioritaires. On a eu Oudoul, ou Odoul, je ne sais plus comment il se nomme, ce député RN. Bah, il a fait un discours là aujourd'hui, je crois, ou je sais plus, ces derniers jours, en disant que la moitié du parc HLM était occupé par les Algériens. Et nous avons après France Info qui intervient pour faire le vrai du faux en nous disant, voilà, on ne peut pas vraiment compter combien il y a d'Algériens puisqu'ils deviennent par la suite français. Vous voyez? Donc, ils font tout un amalgame. Leur article est vraiment magnifique. Il faudrait que je vous en fasse une petite lecture et qu'on voit la construction, la manière dont ils présentaient les choses. Vous voyez, 44% des immigrés dans les HLM sont algériens. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont privilégiés parce qu'en France, c'est selon le statut social, tes revenus, ta composition familiale, la durée de ta demande, etc. La localisation tout autant. Et à partir de là, on établit des critères et soi-disant, il n'y a pas de privilège pour les étrangers. Alors, il faudrait quand même m'expliquer, s'il n'y a pas de privilège pour ces gens, comment se fait-il que 3/4 des cités soient vraiment habitées que par ces étrangers ou devenus français par la suite. Il y a quelque chose de magnifique dans ça, c'est quoi? C'est que, regardez, alors après vous avez plein de commentaires, hein, des gens qui viennent, oui, encore en train de taper sur l'Algérie, mais c'est épique. On nous dit, les Français dans les années 50, même un peu avant, ont été chercher les Algériens chez eux pour les faire travailler en France. Déjà comme si on les avait forcés et qu'on ne les payait pas, premièrement. Mais si c'était réel. Alors, France Info se trompe parce que il nous explique que ceux qui vivent en HLM, c'est dû à la discrimination qu'ils subissent dans le privé. Et également la discrimination dans les emplois. Ce qui veut dire que leur composition familiale, eux qui se reproduisent plus que les Français basiques, on va dire autochtones, viennent déjà donc à nous coûter un pognon de dingue, on les alimente, mais ça c'est autre chose. Et surtout, ils nous disent que leur famille, hommes, femmes, etc., avec les gamins, en fait, les ressources, elles sont minables, parce qu'ils sont quasiment tous au RSA, ou à la AH, etc., ou pour les plus anciens, avec l'ASPA, allocation solidarité personnes âgées. Puis quelques-uns touchent la retraite, mais c'est vraiment la minorité de la minorité. Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on nous vend un mensonge, un mythe, comme quoi dans les années 50, la majorité des emplois étaient occupés par des Africains, mais qu'aujourd'hui, ils sont majoritaires dans les HLM, puisque leurs revenus sont en dessous de 1400 euros. Il n'y a pas un truc qui ne va pas dans cette équation? On nous dit que d'un côté, ils travaillent, donc ils gagnent de l'argent, ils n'hésitent pas à faire des heures dures, etc., donc ils sont au-delà des 1005. En plus, souvent, dans des métiers, on va dire, même s'ils sont nommés précaires, ils rapportent quand même, hein, métallurgie, les trucs d'usine, conditionnement, etc. Mais à nouveau, il faudrait mettre les yeux et le nez dans ces entreprises pour voir que c'est un mensonge total, premièrement. Et secondo, donc on nous vend que c'est eux qui sont arrivés pour donner un dynamisme à la France, sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont majoritaires dans la HLM, puisqu'ils ne travaillent pas. Donc est-ce qu'ils ont travaillé ou ils n'ont pas travaillé? Oui, il y a un problème dans tout ça. Et en fait, on s'aperçoit, après quand on creuse les sujets, à la suite de leur arrivée, comme la plupart ne jobaient pas, ils n'avaient pas de quoi payer leur loyer, donc on a inventé entre autres le RMI, et même avec le RMI ça ne suffisait pas, donc on y a ajouté les APL. En fait, les APL et le RMI arrivent vraiment peu de temps après qu'on ait fait le regroupement familial, ou même je ne sais plus dans ces années-là. Ce qui signifie que la majorité des gens venus en France ne le faisaient pas pour le travail, mais seulement pour gagner tout simplement en soins gratos, en logement quasiment gratos, en argent, parce qu'il faut savoir qu'un SMIC, enfin même pas un SMIC, excusez-moi, un AH adulte, allocation adulte handicapé, c'est quasiment 1000 balles. Le RSA, c'est à peu près 600 balles pour une personne seule. L'ASPA, c'est quasiment 1000 balles, donc eux, c'est jackpot. Ils sont dans leur pays où le SMIC n'a même pas 200-300 balles. Ils viennent en France, sans travailler, on leur donne 600 balles. On leur permet en plus de repartir, pour être français et conserver sa nationalité, 4 à 5 mois par an en dehors de la France. Donc pendant 4 à 5 mois, ils ne sont même pas dans leur HLM, ils peuvent le sous-louer aux étrangers illégaux, pendant qu'eux vivent la vie d'aloca en prenant à la fois un loyer de ces étrangers illégaux, parce qu'ils les font payer aussi, et en même temps, eh bien, en touchant l'ASPA, etc., et donc quasiment 2 ou 3 SMIC de leur pays du bled. Comme ça, ils investissent après là-bas, et vous doutez de tous ces montages financiers. Donc moi, je me réjouis d'une chose, c'est de la chute de la France. C'est assez triste à dire, hein.
Normalement, on devrait vouloir le meilleur pour notre pays. Mais là, j'en suis satisfait de cette explosion de la dette, parce qu'il y a un moment, en fait, on n'aura plus de quoi donner, euh, par exemple pour les APL, le RSA, etc. C'est ce qu'ils travaillent déjà à faire. Les étrangers venant, ils n'auront plus d'aide, ça sera fini. Les associations, on va toutes les faire sauter une à une. Et là, les étrangers, soi-disant travailleurs, etc., quand ils vont voir qu'il n'y a plus rien à bouffer dans notre pays, qu'ils ont bouffé d'abord la main, et puis ils sont montés au bras, ils ont entamé l'épaule, et après, finalement, ils ont dévoré tout le corps, il ne reste que les os. Ils n'auront plus rien à se mettre sous la dent. L'os, pour eux, c'est ketchi. Et c'est nul. C'est trop rude, trop dur. Ils ont besoin de matière, de chair, de nous bouffer, on va dire, voyez-vous, comme une sangsue qui absorbe le sang. Donc ils vont retourner rapidement dans leur bled. Et en même temps, ce qui est magnifique, c'est que tous les Western Union, etc., on va les faire sauter. Donc ces gens dans leur bled qui criaient toutes les insultes, leur propagande contre la France, vont se retrouver du jour au lendemain à inverser leur propagande pour demander aux Occidentaux de l'aide. On va inverser le rapport de force. Ils ont oublié tout ce qu'on a fait pour eux et toutes les évolutions qu'on leur a permis. Ah, ils ont oublié tout ça. Ils pensent que c'est les meilleurs, etc. On va voir ce qu'il en est par la suite. Alléluia. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. La vérité est notre avenir. En chrétien, notre victoire est assurée. Et oui, par l'effondrement de la France, on arrivera à retrouver le peuple résultat en faisant fuir tous ces colons qui étaient venus pour les privilèges. À très bientôt.